Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 20 juin. Au sommaire aujourd'hui, nous recevons Daniel Rossella, le syndic de la ville de Nyon, répondra aux questions de Florian Cavalieri concernant l'avancement des projets et préavis que la municipalité déposera lors du prochain conseil communal. En bref, 80 millions de francs et 3 énormes projets qui sont à l'ordre du jour, notamment le centre sportif de Colevray, l'école du centre-ville et le centre sportif du Rocher. Bonjour Daniel Rossella. Bonjour. Florian, c'est un menu copieux, on peut le dire. Alors c'est un menu particulièrement copieux. La ville de Nyon s'apprête à faire donc des investissements massifs, vous l'avez relevé, et ce sont 3 projets emblématiques de sa législature 2021-2026. On se réjouit donc de vous retrouver à table tout à l'heure pour pouvoir en parler. En images, retour sur la soirée mémorable des 50 ans de rock à Nyon, organisée par le journaliste, musicien et écrivain Rodolphe Henner. Enfin, en sport, on revient sur la 46e édition du concours hippique de Signy qui s'est déroulé ce week-end au Parc Chevalin. Sophie Vassapernay, Marion Thubert, bonjour, on est ravis de vous avoir. Une très belle édition, je crois, sous le soleil. Tout à fait. Tout à fait, et en cœur. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à Gland, précisément dans la cour de l'école de Mauverney. Tu vois derrière moi cette caravane, oui, une caravane dentaire qui sillonne la région, dans le district de Nyon, dans 35 communes depuis près de 50 ans. Eh bien le but de cette caravane, c'est de proposer des dépistages et des soins dentaires à nos jeunes écoliers. Alors on va justement la visiter de l'intérieur et puis savoir comment ça marche. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. À Nyon, je vous le disais, c'est le retour des très gros investissements et de projets emblématiques. Les conseillers communaux se prononceront prochainement sur 3 énormes chantiers, à savoir notamment le centre sportif de Colevray, l'école du centre-ville et le centre sportif du Rocher. On peut dire, Florian Cavalieri, que finalement, les affaires reprennent en politique. Les affaires reprennent, comme il a été dit dans le communiqué de presse qui a été joint après une phase d'apprentissage de 2 ans. Ça y est, la municipalité nyonnaise entre dans le dur de sa législature. Les investissements sont massifs, plus de 80 millions, on va y revenir. Et puis aussi des préavis de fonds qui engagent la municipalité sur ses projets, sur sa fameuse feuille de route. Sur cette feuille de route, autre sujet brûlant, le nouveau règlement du personnel tant attendu. Ouais, effectivement, c'est pas tout. En plus de cette addition qui dépasse les 80 millions de francs et qui va passablement mobiliser les diverses commissions, l'exécutif nyonnais pose sur la table du législatif le nouveau règlement du personnel de la ville de Nyon. On le connaît désormais jusque dans ses moindres articles. Un préavis que devra défendre Olivier Rison, nouveau municipal élu en mars dernier. Alors c'est un règlement, mais aussi et plus précisément une directive. Ça veut dire quoi? Alors effectivement, il y a une directive qui s'intitule la directive municipale relative à la protection de l'intégrité personnelle et de la personnalité au sein du personnel de la ville de Nyon. Alors sous ce titre, c'est un mode d'emploi destiné aux employés qui souffriraient de mobbing ou de comportements abusifs au sein de l'administration. Nyon s'engage, cœur de ville, ces projets avancent aussi évidemment. Voilà, des projets portés notamment par le syndic depuis plusieurs législatures, mais on y arrive, l'exécutif plante les graines de ce qui pourrait bientôt être et se construire au nord de la gare, dans le secteur du Martinet, et toujours un petit peu plus au nord, c'est à la Voire-Pillière que se construira la centrale du futur réseau de chauffage urbain. Daniel Rossella, on est vraiment très heureux de vous recevoir. On parlait de 2 ans d'apprentissage et de dire que ça y est, on y est enfin avec des gros projets. Alors, en tant que patron de l'exécutif nyonnais, ça y est, on parle de votre métier, celui de proposer des projets, car à travers ces préavis, on est dans la vraie politique, celle de votre législature de la ville de Nyon, pile au cœur de la feuille de route que s'est fixée la municipalité à travers Nyon 2030, Nyon s'engage, ou encore cœur de ville, c'est cela? Oui, il faut savoir qu'on est dans un moment charnière de la législature et c'est le moment le plus propice pour avancer dans les projets. Au début d'une législature, il y a forcément des réglages à faire, il y a des nouvelles personnes autour de la table, donc il faut assimiler un peu le mode de fonctionnement, il faut intégrer tous les projets, puis il y a des projets qui sont dans des phases d'études forcément, et puis au milieu de la législature, c'est le bon moment, parce que tout le monde maîtrise bien ces sujets, on a pu avancer, puis on n'est pas encore dans la fin de la législature où les gens pensent à réélection ou retraite, donc c'est vraiment un moment qui est très favorable. Et puis on avait déposé des lignes directrices
pas seulement pour la législature, mais jusqu'en 2030. Et puis là, on arrive, ce n'est pas une surprise, hein, il y a eu des crédits, des concours ou des crédits d'études avant. Là, on arrive vraiment dans la phase de réalisation. Ce n'est pas un hasard, c'était choisi. Là, on est à la fin de la 2e année de la législature et c'est une sorte de bilan intermédiaire de cette législature avec des très beaux projets. Alors justement, Claude Huldry, le municipal en charge des finances, avait annoncé la venue de ses préavis sur notre plateau lors de sa venue justement sur ce plateau pour défendre les comptes de la ville. On l'a dit, la facture totale sur ces 3 préavis dépasse les 80 millions de francs. Nyon a-t-elle vraiment les moyens de ses ambitions ? Bon, ce qu'il faut dire en préambule, c'est que la municipalité elle est face à des enjeux très importants. On doit rénover le passé, on doit entretenir ou améliorer le présent et on doit investir pour le futur. Donc, immanquablement, ça fait des montants qui sont élevés. Il faudrait peut-être mettre ça en proportion de ce qui s'est fait ces 10 dernières années. En 10 ans, la ville de Nyon a investi 300 millions. Sur ces 300 millions, 150 millions ont été financés grâce à la marge d'autofinancement, ce qui est remarquable. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui peuvent faire ça. Et les 150 autres millions l'ont été en augmentant le niveau de la dette. Donc la ville de Nyon a des moyens. On a investi 140 millions en 3 ans entre 2016 et 2018 pour la planification scolaire. Et puis là, on a 2 types de dépenses, d'investissement. Une qui concerne le futur, c'est Colovray. 2 qui concernent plutôt l'entretien de notre patrimoine, comme l'école du centre-ville ou la rénovation du Rocher, qui sont des équipements. Voilà, ça fait partie des devoirs d'entretenir le passé. Donc oui, la ville a les moyens de financer ça. Évidemment qu'une des solutions, ça serait d'améliorer la marge d'autofinancement. Pour améliorer 16 millions, sauf erreur. Là, on a eu 16 millions l'année passée, ouais. Mais améliorer la marge d'autofinancement pourrait être, une des pistes pourrait être d'élever le taux de la fiscalité. On sait que ce n'est pas très populaire, que les chances sont relativement faibles, mais enfin, il y a peut-être une piste, c'est d'avoir des points affectés. En l'occurrence, la municipalité va mettre sur la table au mois d'octobre du Conseil communal une réflexion sur le sujet, de proposer 3 points d'impôt affectés jusqu'à la fin de la législature. Ça ferait peut-être entre 14 et 15 millions qui diminueraient l'investissement. Et puis, le calendrier pourrait être relativement favorable dans la mesure où le canton de Vaud envisage une baisse de la fiscalité cantonale. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une diminution des impôts au niveau du canton et que ces 3 points d'impôt affectés pendant 3 ans, finalement, soient relativement neutres pour les contribuables. Mais je précise une chose, c'est qu'on n'a pas lié les projets à la fiscalité. Pour moi, ça doit être un débat. On peut financer ces projets par l'augmentation de la dette ou par une élévation de la fiscalité, mais on ne l'a pas lié. Ça veut dire que chaque projet doit être étudié par le conseil communal comme un projet sans qu'il y ait l'épée de Damoclès d'un couperet guillotine qui ferait qu'on pourrait se retrouver sans l'argent pour le centre de Colovray, par exemple, mais sans les impôts non plus. Donc on a dissocié les 2 débats. On pense que c'est normal que le conseil communal se prononce sur le mode de financement de ces 3 projets. Mais vous le dites, ces projets seront financés même si le Conseil refuse cette augmentation du point d'impôt. Finalement, pourquoi partir avec des points d'impôt affectés alors que vous savez très bien qu'il y aura un risque de référendum ? La municipalité entend être responsable, c'est-à-dire de mettre sur la table en disant oui, il y a des besoins énormes. Des besoins d'investissement, il y en a pour 500 millions à peu près, qui sont dans le plan des investissements de la commune. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire et c'est certain qu'on doit reporter dans le temps. D'ailleurs, dans les 80 millions de ces 3 projets, il y a des dépenses jusqu'en 2027-2028. Donc ça va quand même s'étaler aussi dans le temps. Pour nous, ça nous paraît une honnêteté intellectuelle de dire on a besoin de ces projets. On aimerait d'abord que vous soyez bien conscients que ce sont des projets importants et que par conséquent que vous acceptiez ces projets. Puis ensuite, on doit quand même se demander comment on les paye. Et il y a plusieurs façons de les payer. On pourrait les financer avec la dette sans atteindre le plafond d'endettement, mais ça nous paraît intellectuellement honnête
de dire il y a aussi une autre solution, c'est d'avoir des points affectés pour et de réduire un peu l'augmentation de la dette, et c'est une des solutions. Alors aujourd'hui, faire des pronostics... Ça ralentisse vos projets. Un référendum, on sait que c'est chronophage, ça repousse... Aujourd'hui, faire des pronostics sur le résultat de la démarche, c'est pour ça qu'on ne l'a pas lié au projet. C'est difficile. Élever les impôts, ce n'est pas populaire. Il y a des gens qui... C'est une machine à dire non, vous le dites. Voilà, le référendum, c'est une machine à dire non. Donc voilà. Mais nous, la municipalité dit, c'est honnête d'en parler maintenant. On fera le débat. Si le conseil communal estime que ce n'est pas nécessaire, d'ailleurs c'est déjà arrivé, on avait proposé des points affectés pour les établissements scolaires, du COSI notamment. Le conseil a dit non, ce n'est pas nécessaire. On a fait en tenant compte de cette position du conseil communal. Ce n'est pas un problème, ça. Et si le conseil accepte, par exemple, qu'un point d'impôt ou 2 points d'impôt d'augmentation, cette somme, le point d'impôt se fait, il est à peu près 1,5 million, cette somme sera répartie entre les 3 projets? Non, pas du tout. Il s'agit simplement d'un montant qui va améliorer, je veux dire, la possibilité de payer. Ça améliore la marge d'autofinancement. Il n'y a pas un mécanisme financier qui est lié à un projet ou à un autre. Le conseil communal va donner, on l'espère, par exemple 40 millions pour le projet de Colovray. On espère avoir 7 millions de subventions pour ce projet qui diminue sensiblement la facture. Et puis, il va être financé par un emprunt. Et si on a une marge d'autofinancement qui est correcte, on aura besoin d'emprunter moins. Alors, vous dites souvent que finalement, ces infrastructures, je pense par exemple au Rocher, je pense au futur centre de Colovray, c'est des infrastructures finalement régionales que la ville de Nyon construit pour les habitants, quelque part, des communes environnantes qui font partie des clubs qui sont domiciliés, par exemple, à Colovray. Alors, pourquoi faire passer la facture sur les habitants nyonnais et pas sur l'ensemble de la région? Avez-vous songé à une participation des communes environnantes pour réaliser ces projets? Alors, il y a un seul projet qui pourrait être éligible, c'est le centre sportif de Colovray, parce qu'il correspond vraiment à une installation unique dans le district. Mais il faut savoir qu'on a la chance dans notre district d'avoir la région de Nyon et d'avoir un système de financement solidaire, mais qui a ses limites. Je veux dire, le financement, il n'est pas prévu pour des projets de cette envergure. Donc, s'il y a un soutien de la région, il y a des discussions en cours, le montant ne sera pas du tout de l'ampleur qui serait souhaitable, peut-être. Parce que c'est vrai, on a un rôle de ville-centre. Dans nos clubs sportifs, on a la moitié des jeunes en formation qui viennent d'autres communes, mais qui sont financés grâce à des subventions de la ville de Nyon et qui utilisent des infrastructures financées par la ville de Nyon. Mais voilà, ça fait partie ma foi, c'est notre rôle de ville-centre. Ce que je peux juste dire, si je reviens par rapport à la fiscalité, le taux d'imposition de Nyon est de 61. C'est, à une exception près, le plus bas des villes du canton. C'est un élément attractif, c'est un élément positif pour la ville d'avoir un niveau d'imposition qui n'est pas très élevé. Mais c'est vrai qu'on a des missions de ville-centre, et puis on est chef-lieu, puis il faut assumer ce rôle de chef-lieu. Vous en attendiez plus de la péréquation, notamment cette prise en compte du rôle des villes-centres? Alors ça a été un élément, bien sûr on aurait souhaité que la péréquation tienne davantage compte du rôle, notamment dans le domaine de la culture ou du social ou du sport des villes-centres. Ma foi, on a un projet de nouvelle péréquation qui est idéal pour personne, mais acceptable par tout le monde. Je pense que c'était un exercice extrêmement difficile. J'ai la chance d'être au comité de l'UCV, l'Union des communes vaudoises, et j'ai pu voir combien il était difficile de mettre ensemble toutes les communes qui ont des tailles très différentes, des typologies très différentes, des budgets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc on a une nouvelle péréquation, elle va être moins pire pour la ville de Nyon, et c'est tant mieux. D'accord. Alors, la dette de la ville, c'est 298 millions, avec un plafond d'endettement à 380 millions.
Il va falloir prioriser ces projets. Il y a plusieurs projets qui arrivent. Il y a notamment l'enterrement et les travaux de réalisation du parc Bertrand, 63 millions de francs. Il y a eu le nouvel hôtel de police, notamment. On va vite y arriver à ce plafond d'endettement, surtout si vous passez par l'emprunt. Non, parce que d'abord, il y a une marge d'autofinancement. Chaque année, on a, et on espère avoir, on a calculé environ 15 millions de marge d'autofinancement par année. Et ensuite, il y a un étalement des dépenses. Le pôle gare, par exemple, pour lequel on demande aujourd'hui un crédit d'études, les travaux sont planifiés en 2027 et 2034. Le parc Bertrand, le premier coup de pioche pourrait être donné en 2026 avec des dépenses qui vont être entre 2026 et 2032. Donc, on doit travailler aujourd'hui, on vient avec des projets, mais ils s'inscrivent dans la durée. Donc, on a fait les analyses. On ne va pas atteindre le plafond d'endettement avec les projets qu'on dépose aujourd'hui. Donc cette liste qui ressemble à une liste du Père Noël, pour beaucoup de municipalités qui rêveraient de pouvoir déposer autant de projets, c'est une liste raisonnable et raisonnée. Mais c'est une liste pour les 6 prochains Noëls. Ce n'est pas une liste juste pour le Noël du 25 décembre 2023. Non, ce sont des projets de longue envergure. Le projet de Colomberay, on en parle depuis 2008. L'enterrement de Bertrand, j'ose même pas dire, ça doit faire 60 ans. La gare, on avait un projet qui aurait dû commencer en 2023-2024. L'Office fédéral des transports a dit que ce projet n'était pas assez ambitieux et a demandé au CFF de retravailler sur le projet, ce qui fait qu'il y aura un budget plus important, mais qu'il est reporté dans le temps. Le centre du Rocher, la piscine, ça fait 4 ans qu'elle est fermée. Et puis qui attend des travaux de rénovation. L'école du centre-ville, mais ça fait 20 ans qu'elle aurait dû être rénovée. Donc voilà, c'est bien ce que j'expliquais, on doit rénover. Et ça, c'est des budgets importants. Peut-être que d'autres générations auraient dû s'en occuper aussi. Et cette génération doit à la fois payer les rénovations et les constructions pour le futur. D'accord, c'est aussi une façon de mettre la droite devant ses responsabilités, de demander ses points d'impôt, parce qu'on imagine bien que la gauche va vous suivre. La droite est très frileuse, mais là, finalement, c'est aussi des objets qui ont été demandés par le côté droit de l'hémisphère. Bon, le débat, encore une fois, sur la fiscalité, on le connaît. Je veux dire, les chances de succès d'une augmentation de la fiscalité sont faibles, il faut être clair. Mais ça mérite au moins le débat. Et puis, ça mérite de savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut, où on va. Et puis, on verra bien. Pour nous, la municipalité doit être responsable. Elle doit dire, voilà où on est, voilà où on va. Et puis, nous, on propose quelque chose qui serait quand même raisonnable, surtout s'il y a une baisse de la fiscalité cantonale. Maintenant, si le conseil communal dit non, eh bien voilà, ça veut dire que dans ce cas-là, on le financera par l'emprunt, puis ça veut dire que peut-être on devra ralentir un peu la progression de quelques autres projets, mais ça ne mettra pas en danger les finances de la ville. Alors, autre projet qui ne devrait pas mettre en danger les finances de la ville, c'est le projet du règlement de personnel. Alors, il passe devant le Conseil avec une demande de crédit de 90 000 francs pour l'embauche d'un spécialiste RH chargé d'élaborer notamment les contrats des 500 employés de la ville. Est-ce que cette demande de 90 000 francs va-t-elle aisément passer? Vous en avez besoin, c'est pour 8 mois, mais néanmoins, ça ressemble furieusement au poste de chef de projet. Et ça, on sait de nouveau que la droite est assez allergique à ce genre d'intitulé. Non, mais je pense qu'il faut être cohérent. On ne peut pas mettre en place un nouveau règlement comme ça, dont le coût va être de l'ordre de 2,2 millions à peu près. Absorbé sur le budget aussi. Parce que on va forcément, si on diminue le nombre d'heures de travail par semaine et qu'on augmente le nombre de vacances, de semaines de vacances, évidemment, il y a quelqu'un qui va devoir faire le travail pour un certain nombre de prestations qui sont délivrées à des horaires convenus. Donc oui, c'est un coût, mais le statut actuel date de 1965. Ça fait longtemps qu'on aurait dû améliorer ce système. Aujourd'hui, on va vers un règlement, et comme on passe d'un règlement à un statut, nous avons besoin de ressources supplémentaires, d'autant plus que le service RH est en sous-effectif. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ce montant-là. Non, je pense que j'ose espérer que l'ensemble du conseil communal va accepter ça, et je signale qu'il y a eu des interventions, notamment des élus du PLR, pour demander une rénovation du règlement, enfin un passage du statut au règlement. Donc moi je suis assez confiant du soutien de la droite à ce projet.
Alors justement, je l'ai dit, il y a aussi à ce règlement est joint une directive. Je vous refais l'intitulé, allez, pour le plaisir, directive municipale relative à la protection de l'intégrité personnelle et de la personnalité au sein du personnel de la ville de Nyon. C'est assez ardu, mais néanmoins, ce que l'on apprend dans cette directive, c'est qu'il y aura désormais une personne de confiance pour les employés victimes de mobbing ou de comportement abusif. Alors, qui est cette personne de confiance? Est-ce que vous l'avez déjà identifiée? Sinon, qui pourrait-elle être? Avez-vous des pistes? Alors, je précise qu'on a depuis longtemps déjà une personne de confiance. Cette directive, dans l'esprit, cette directive existe déjà depuis un bon moment. Elle était en chantier depuis plus de 2 ans. Il se trouve simplement qu'on a négocié avec les représentants du personnel pour être bien d'accord par rapport à cette directive. La municipalité a mis en place, la personne de confiance, en l'occurrence, c'est un institut qui s'appelle Movis, et ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont capables de répondre. Le principe, il est simple. Si une personne employée de la ville a un souci et un questionnement par rapport à des comportements qui pourraient être considérés comme problématiques, elle peut s'adresser à une personne de confiance et la confidentialité va être garantie. Sauf s'il y a un aspect pénal, dans ce cas-là, la personne de confiance va suggérer à la personne de porter plainte. Et au moment où il y a une plainte, bien évidemment que l'anonymat ne pourra plus être conservé. Donc ça existe depuis longtemps. La municipalité n'entend pas et n'a jamais souhaité tolérer des agissements qui ne soient pas adéquats. Et on est pour le respect de toutes les personnes qui travaillent à la ville. On a une approche bienveillante du management. Donc, c'est simplement pour faire prendre acte au conseil communal, mais aussi un message à l'ensemble du personnel de la ville, que la municipalité elle est attentive aux conditions de travail, pas seulement aux conditions financières, mais aussi pour le fait que les gens se sentent parfaitement à l'aise dans leur place de travail. C'est Olivier Rison qui va défendre ce préavis. C'est son premier gros préavis, voire le premier tout court. Comment se passe l'intégration de ce municipal au sein du collège? Ça se passe magnifiquement bien. Je vais y arriver. Alors, il le défendra avec Alexandre Démétriades, qui m'a accompagné. J'ai été dans toute la phase de négociation, aux côtés des municipaux qui se sont succédés, et avec Alexandre Démétriades, qui a fait un travail remarquable dans les derniers mois pour finaliser ce rapport. Et il y a une excellente entente entre Alexandre Démétriades et Olivier Rison. Et puis, par rapport à ce dernier, je peux vous dire que son intégration se passe très, très bien, et que c'est un plaisir de collaborer avec lui. Alors, si tout se passe bien, si le Conseil l'accepte le 4 septembre prochain, c'est la fin du statut qui date de 1965, enfin, après 20 ans de négociations, et ce règlement pourrait entrer en vigueur au 1er janvier 2024, mais pour ça, il faut cette fenêtre de tir, il faut que le Conseil accepte ce préavis le 4 septembre prochain. Encore une fois, je suis assez confiant. Je pense que le Conseil communal, tout parti confondu, va bien comprendre les enjeux, et je suis assez confiant sur le fait que nous aurons un vote très favorable du Conseil communal. C'est doter la ville de Nyon de conditions de travail quand même nettement plus modernes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une avancée qui est vraiment très importante. Allez, enfin, on passe toujours en matière de politique générale. Il y a le lancement des travaux du plan d'affectation du Martinet. Alors ça, c'est un projet qui s'inscrit en plein dans le projet Cœur de Ville. Et l'on reparle même, je dirais, de la boucle des adresses. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si Martinet appartenait à un privé, il y a longtemps que ça serait construit. Il se trouve qu'on a des demandes très importantes de la part des privés de la ville de Nyon qui construisent, avec à voir le nombre de grues et le nombre de bâtiments qui se construisent, et que nos services sont très sollicités pour accompagner le développement de la ville. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à mettre de côté nos propres projets. La municipalité avait demandé la création d'un poste de chef de projet pour développer Martinet. Le conseil communal a refusé le poste de chef de projet, ça fait 6 ou 7 ans, en tout cas plus que 7 ans maintenant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Parce qu'on n'a pas les ressources. Oui, parce qu'il n'y a pas les ressources. Alors, on peut garder une poire pour la soif. Une ville est moins pressée qu'une famille pour mettre en valeur un patrimoine. En l'occurrence, on a un terrain qui n'est pas utilisé de manière efficace, parce qu'on pourrait peut-être avoir
je dirais, pour faire une fourchette large entre 600 000 et 1 million de revenus de rente de DDP, par exemple, par année. Mais on n'a pas voulu nous donner un montant de chef de projet qui aurait permis de valoriser ça. Et bien voilà, on doit faire avec les effectifs qu'on a, qui sont notoirement insuffisants pour un certain nombre de services. C'est la raison pour laquelle on a demandé la création d'un certain nombre de postes. Et quand l'effectif est insuffisant, notamment au service du territoire, eh bien, ils doivent parer au plus pressé. Et le plus pressé, ce sont les demandes des privés que nous devons accompagner. Et puis, eh ben, nos projets, ma foi, malheureusement, ils ne passent pas en première priorité. Allez, concrètement, l'idée, c'est de mettre du logement coopératif sur le site, au centre, et côté nord, et puis des surfaces commerciales du côté des voies CFF. Alors, les CFF, c'est extrêmement compliqué de travailler avec eux et de négocier. Vous confirmez que c'est aussi ça qui a créé un peu, qui a mis sur arrêt ce projet de développement au Martinez? Non, je pense qu'il ne faut pas chercher des responsabilités de ce côté-là. Les CFF, c'est une très grande entreprise. C'est compliqué à l'interne chez eux déjà. Hein. C'est-à-dire c'est un organigramme qui est quand même d'une rare complexité. Et puis, dans le cas précis, si on n'a pas développé plus vite Martinez, ce n'est pas à cause de la réflexion autour de Paul Gare. Je pense que c'est une opportunité maintenant d'étudier tout en même temps. Il y avait des inconnus sur une voie supplémentaire. Et effectivement aussi, il y a une troisième voie, ça veut dire une voie supplémentaire à la gare de Nyon. Elle va forcément empiéter au nord et donc sur la parcelle du Martinez. Donc effectivement, il y avait quelques inconnus du côté des CFF, mais on ne peut en tout cas pas dire que sur ce coup-là, c'est la faute des CFF si on n'a pas avancé plus vite. Alors, on continue avec les CFF, hein, vu qu'il est prévu d'élargir le passage sous voie. Là, il faut mettre 500 000 francs pour que les demandes nyonnaises soient entendues de la part des CFF. Et là encore, avec une fenêtre de tir qui est au 4 septembre prochain. Il y a une opportunité, il faut mettre de l'argent, on joue au poker là. Hein, on met une mise pour voir. Ouais, la seule comparaison avec le poker, c'est qu'effectivement, il faut avoir un peu de sous pour être autour de la table. Et dans le cas précis, les CFF avancent avec leurs études. Et si nous, on veut pouvoir influencer certaines études, c'est nous qui devons les financer. Dans le cas précis, les CFF estiment que le transit entre le sud de la gare et le nord de la gare, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de transporter des voyageurs ou de la marchandise, mais dans le cas précis des voyageurs. Et que le transit d'une partie de la ville vers une autre partie de la ville, que ce soit à pied, en vélo, en poussette ou que sais-je, ce n'est pas leur priorité, ce n'est pas leur problème. Donc si nous, on veut des prestations de ce type, c'est à nous de financer les études et ça sera à nous de financer la réalisation. Donc avant de savoir qu'est-ce que ça coûte, on est obligé de mettre un budget d'études. Donc ça se fait en bonne harmonie avec les CFF, c'est des règles habituelles, normales sur tous les chantiers, les CFF pratiquent ainsi. Allez, dernier sujet, le réseau de chauffage urbain, c'est un sujet qui vous tient à cœur, hein, c'est votre fibre écolo. Et l'on connaît désormais l'emplacement du futur réseau, enfin de la centrale du futur réseau, c'est le site de la Voire-Pillard, les fameux réservoirs d'eau. Alors, le réseau de chauffage à distance fait partie des 5 projets emblématiques de la ville. C'est une des réponses claires qu'on peut apporter, notamment dans le cadre du plan climat de la ville. C'est une grosse infrastructure qui va quand même bouger pas mal de choses puisqu'il faudra faire des canalisations pour aller dans de nombreux quartiers. Ça va prendre du temps, ça ne peut pas se faire en 2 ou 3 ans. Et puis effectivement, on a identifié la Voire-Pillard comme l'endroit idéal pour mettre une centrale de chauffe. Et pour ça, on doit démolir les réservoirs existants, c'est une obligation légale. Et on va faire un droit de superficie à la société Thermoréseau, qui est composée pour 50% des services industriels de Nyon et 50% de la remontée d'énergie. Et ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir avancer avec ce projet. On note qu'on a pas mal d'intérêt, on a un certain nombre de contrats qui ont déjà été signés. Donc c'est un projet qui a un réel potentiel, mais il y a un certain nombre d'obstacles pour qu'on puisse avancer au rythme qu'on souhaiterait. Quand on pense chauffage à distance, on pense forcément géothermie. On sait que Vinzelles, ça ne s'est pas très bien passé, qu'il reste éventuellement une opportunité sur sol nyonnais. Ce chauffage à distance, c'est de la géothermie à moyenne profondeur? Pas maintenant, non. La géothermie, c'est une source extrêmement intéressante.
La centrale de chauffe, en l'occurrence, elle va être plutôt avec des pellets et une énergie de substitution. Quand il y a une demande qui est trop forte par rapport à ce qu'on peut avoir avec les pellets, ça sera le gaz. Et puis, tout est fait pour qu'on puisse remplacer cette centrale de chauffe par une installation de géothermie de moyenne ou grande profondeur. Pour le moment, l'échec de Vinzelles, c'est une grande déception. Parce qu'effectivement, on aurait eu de l'espoir. C'est quand même plusieurs millions qui ont été investis dans des études pour arriver à un constat insatisfaisant. En tout cas, la Confédération ne va pas subventionner... C'est de l'argent investi par la ville de Nyon. Notamment, la Confédération ne va pas subventionner des recherches de ce type-là parce que l'eau, elle n'est pas à une température suffisante. Par contre, on peut parfaitement imaginer que dans un moyen terme, mais ça ne sera pas dans les 5 ans à venir, on puisse avoir une faille, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire une faille qui nous permet d'aller chercher de l'eau. Après, il faut voir à quelle température, à quelle profondeur. Est-ce que c'est à 1300 mètres avec une température de 30 ou 35 degrés ou à 2400 mètres avec une température de entre 60 et 80 degrés? On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Mais ça reste une option. Donc tout le système de thermoréseau est construit pour qu'il puisse y avoir un transfert d'énergie entre les pellets gaz et l'énergie de moyenne ou grande profondeur. Lundi prochain, alors, le Conseil sera aussi appelé à se prononcer sur un crédit de réalisation pour 2 locaux commerciaux, soit la création d'un café-bar et d'un restaurant sur la place du Château. Ça y est, le nouveau visage de Nyon, c'est fini les aménagements provisoires. Là, on entre dans le concret, dans la réalisation durable et sur la durée. Alors, par chance, on a encore des aménagements provisoires et je pense que c'est bien mieux ces aménagements provisoires que l'absence d'infrastructures. Dans le cas précis de la place du Château, il y avait une condition, c'était le départ de la police. Et la PNR est maintenant installée dans ces nouveaux locaux, un centre de police avec la gendarmerie. Et bien maintenant, on peut avancer sur le château. Donc le conseil communal va se prononcer. On aura donc 2 établissements publics de plus sur la place du Château et on va pouvoir envisager un aménagement définitif ou avec des phases temporaires de la place du Château. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle. J'espère que le conseil communal va suivre la commission qui donne un préavis favorable. Et puis ça va changer sensiblement la place du Château qui est une place magnifique. Daniel Rossellat, on vous sent très motivé, vous parlez avec passion de ces projets. Et justement, à leur regard, fait-il toujours aussi bon d'être dans les bottes du syndic de la ville de Nyon? Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout de votre mandat? Parce qu'il y a des bruits qui disent que vous n'allez pas abandonner. Les rumeurs, vous savez, il y en a toujours. Hein. Non, pas du tout. Moi, je suis très motivé. Il y a eu une période de turbulence. Quand il y a une période de turbulence, le pilote, il ne sort pas du cockpit, il reste, puis il se concentre sur les instruments et sur le pilotage de l'avion. Et puis après, on fait le point. En l'occurrence, il y a une très grande solidarité avec mes collègues dans les phases de turbulence. Maintenant, on a une équipe qui fonctionne bien. On a une excellente entente. On est d'accord sur les grandes lignes. Et quand on n'est pas d'accord, on est capable de se l'expliquer de manière très respectueuse et constructive. Donc moi, je suis très motivé. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe de la municipalité, beaucoup de plaisir à travailler avec aussi tous les gens de l'administration. On a beaucoup de compétences. On n'en a pas assez, mais ce n'est pas de leur faute. En tout cas, une chose est sûre, Daniel Rossellat, vous avez gardé le sens de la formule. Merci pour ce bilan à la mi-législature, Florian Cavalieri, des projets qu'on va évidemment suivre avec votre regard politique et acerbe. Merci beaucoup, messieurs. Très belle journée à vous deux. Merci, bonne journée. En images, retour sur cette nuit mémorable. À revoir vendredi à l'occasion de la sortie du livre 50 ans de rock à Nyon. Rodolphe Henner, journaliste, musicien et écrivain, organisé une soirée qui restera dans l'histoire. Musiciens, amis et passionnés du rock ont mis le feu à l'usine à gaz. Rock Nyon, 50 ans, vernissage. La présentation du livre de monsieur Rodolphe Henner. Je vous invite à acquérir. Bon alors Rodolphe, il y a du monde, des copains, il y en a plein. Qui c'est qu'on peut présenter? Qui figure dans le livre? Alors on va les
plutôt par là-bas voir François-Xavier Paco et son groupe Cloaca Maxima. C'est un groupe qui existe depuis 1972, Tanet, 71, premier concert le 23 décembre 72 à la Maison des Jeunes à Genève. Faut le faire. Vous connaissez pas votre livre par cœur, Rodolphe? Non plus, non, j'ai une mémoire à court terme qui est défaillante. Alors, on a Sandro, Didier et puis Gérald. Gérald, c'est le groupe de New Toys qui va jouer ce soir, un groupe qui s'est formé au début des années 80. Puis on a essayé de devenir riche, mais ça n'a pas marché, donc on a encore quelques albums collector qu'on vend très très cher. Si vous voulez nous acheter des albums, il nous en reste encore. Il y a trop de luxe en Suisse, c'est pour ça que les groupes ils percent pas, ils ont pas un truc dans l'estomac là. Ah c'est ça. La spécificité c'est qu'il faut avoir quelque chose dans l'estomac. Il faut avoir quelque chose à dire. Pour le bon. Faut avoir faim. On est content, il y a notre gueule dans le bouquin. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ça nous permet surtout de continuer. Il nous reste 50 ans à faire encore, donc on verra, on va prolonger un petit peu. Ce groupe a la particularité de jouer encore. Ah bah les mêmes, ils n'ont jamais arrêté. Et pourtant les groupes de rock ils s'engueulent d'habitude, non? Bah oui, mais nous, nous c'est pas différent, on est un vieux couple. On commence à jouer un peu plus tard parce qu'on commence à parler des morts, des maladies individuelles, des tamalos, et après on joue. Puis on met de l'eau dans son vin aussi. Jamais. De l'eau tout Jamais de l'eau dans le vin. Bonjour David. Salut. Il est guitariste et qui est donc le fils du monsieur que tu viens d'interviewer. Ah bah alors voilà une belle transition. Effectivement, on a deux visages, deux générations qui représentent le rock à Nyon. Comment est-ce que ça a évolué entre les deux générations? Je pense que c'est la scène, en fait, les opportunités qui ont évolué. Peut-être qu'on a eu plus de possibilités de se montrer au public que eux avant, ou d'une autre manière peut-être. Est-ce qu'il arrive à vivre encore le rock parmi les autres styles, le rap, l'électro et autres? Il me semble en tout cas qu'il y a un groupe qui va jouer ce soir qui est plutôt assez d'actualité, Broken Bridge. Donc à partir de là, oui, il y a clairement une continuité. Paul Silver, quadri, guitariste de rock région Nyon, né à Nyon. Un excellent guitariste, une figure qui a été un des premiers à être un guitar héros de la région. C'était le Van Halen de Nyon. Pas Van Halen, non, parce qu'il joue pas tout à fait le même style. Le premier groupe de rock de la région, c'était à Copper en 1967. A Strange Machine. Alors c'est un groupe qui évidemment n'a rien enregistré, donc on n'a pas de traces. Mais on sait qu'ils ont existé parce que ce ne sont pas des menteurs. Il y a des traces dans la presse. Le rock, ça n'existait pas ici, à part les groupes étrangers, les Stones, les Beatles, et tout ça. Donc, quand on a fait notre premier concert, on était un peu des voyous, des hérétiques qui faisaient une musique de sauvage. Une kermesse catholique, on nous avait arrêtés. Au milieu du... Arrêtés par la police? Non, par les organisateurs, je sais plus. Ouais. Ah, c'est le curé qui a stoppé le concert rock. Oui, parce que voilà. Après, ça a mieux été, ils se sont habitués. Ça. La moitié d'Alios est là. La meilleure partie, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que c'est la moitié rock d'Alios qui est présente ce soir? Ah, mais c'est clairement moi la plus rock'n'roll. Xavier, il est couché, là, les amis. Pierre Mandry, un habitant de Founet, qui a organisé d'abord des spectacles à la fin des années 70, début 80, qui était du punk acoustique, puisque ce monsieur faisait à peu près ce que les Clash faisaient, enfin c'est l'idée de base, sauf qu'il le faisait avec la guitare de Georges Brassens. Ça s'appelait sans sono, sans micro, plus fort que le Roquefort. J'ai même la bouteille originale qui est sortie en même temps que le disque. Mais c'est pas vrai, typiquement de la région, c'est-à-dire on sort un disque mais on sort une bouteille avec. Exactement, c'est du Founet de ma propriété.
Grâce à Rodolphe, son projet, en fait, on est reparti dans notre vieille aventure des années 2000. Qu'est-ce qui fait l'ADN du rock nyonnais? L'épicentre de plein d'artistes, avec beaucoup de créativité, beaucoup de culture. Voilà. Est-ce qu'Alain est d'accord? Je suis d'accord et je pense que le Paléo n'y est pas pour rien. Parce que étant gamin, adolescent, on a eu l'habitude vraiment d'aller voir plein de concerts, découvrir plein de groupes. Et je pense que le fait d'avoir vécu dans cette région qui est axée culture, musique, ça aide, quoi. Merci à Luis Nagab, merci à la fête de la musique encore ce soir. On va continuer en musique. Quel plaisir d'avoir célébré le rock en compagnie de tous ses amis et passionnés justement de musique. 2 salles, 2 ambiances. On retrouve Alexandre, mais dans une ambiance totalement différente. Alexandre, ça y est, arracheur de dents aujourd'hui. Oui, alors pas moi, hein. On va aller voir le dentiste tout à l'heure, mais pour l'instant, je suis avec 2 membres donc de cette caravane dentaire. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Jean-Jacques et puis Sandrine. Voilà, j'avais juste oublié votre prénom. Heureusement, j'ai un petit pense-bête sur vous, c'est pas mal. Jean-Jacques, vous êtes le président de cette caravane dentaire. Alors, expliquez-nous, ça fait 50 ans qu'elle existe. Dans la région du District Nyon, il y a 35 communes qui participent à ça. Qu'est-ce que c'est cette caravane dentaire itinérante? Alors, elle répond à une obligation légale qui est de faire des dépistages chez tous les enfants du primaire, voire du secondaire. Donc, les 35 communes de l'ancien District de Nyon, parce qu'on est la plus grande, on fait une entente pour financer ce cabinet ambulant. Donc, ce sont les communes qui financent en fait cette caravane dentaire. Donc, on offre gratuitement en fait les services dentaires de base aux enfants. Uniquement les dépistages, les soins sont facturés en plus. Donc, ça a commencé il y a 50 ans, en 1970. On avait à l'époque 3500 enfants et le coût par habitant, c'était 3 francs. Ouais. Et puis maintenant, 50 ans après, on a 8000 enfants. Et puis des coûts de 4,20 par habitant. D'accord. Donc, ça fait une augmentation minime sur 50 ans. Mais une sacrée augmentation en termes d'enfants et en termes du nombre de communes. Alors, cette caravane, elle est à Gland, ici à Mauvernais, jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, c'est toute la journée. On va voir avec le dentiste comment ça se passe. Mais Sandrine, vous êtes hygiéniste dentaire. Mais alors, quel est votre rôle au sein de cette caravane dentaire? Alors moi, je passe principalement dans les écoles où je fais l'instruction, la motivation et tout ce qui est prévention dentaire. Vous faites la pub de la caravane au sein des écoles? Un petit peu la pub. C'est quoi qui vous a encouragé? Je crois que ça fait pas très longtemps que vous avez rejoint cette caravane dentaire. Ça fait la fin de l'année passée. Fin de l'année passée, décembre. C'est quoi qui vous a donné envie de rejoindre cette caravane? J'ai travaillé longtemps en orthodontie et puis le contact avec les enfants me manquait. Donc là, le fait de passer dans les écoles et puis de contribuer, puis on a une chouette équipe. Donc c'est un plaisir de travailler ensemble. Eh ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Et puis maintenant, je vais, Andrea, aller à l'intérieur de cette caravane. Alors, je rejoins ici en montant, je rejoins Maria. Bonjour Maria. Alors Maria, quel est votre rôle dans cette caravane dentaire? Alors, moi, je suis assistante dentaire. Ouais. Je vous fais une petite visite ou bien? Oui, alors volontiers déjà. Alors, cette petite caravane, on voit cette salle d'attente. Alors, luxueuse parce que en plus, il y a la télé. Voilà, c'est pour décontracter les enfants, c'est ça? Ouais, exactement. Et là, on arrive ici et nous voyons le dentiste. Bonjour, Pedro. Bonjour. Alors, on est entre 2 rendez-vous, hein. Donc il n'y a pas d'enfants, ou plutôt, on va le dire, les enfants ont un tout petit peu de retard. Donc c'est pour ça que nous sommes tous les 3 ici. J'aimerais savoir, Maria, vous travaillez tous les jours ici dans cette caravane? Alors oui, tous les jours, sauf les lundis. Je suis en déplacement, donc voilà. C'est quoi la particularité de travailler dans une caravane dentaire avec tout le matériel de dentiste, hein? Oui, il y a vraiment tout le matériel nécessaire. Donc, on fait les dépistages en semaine, les soins les mercredis après-midi. Et puis qu'est-ce qui est différent, en fait, pour vous et peut-être pour les enfants? Oui, quand ils viennent pour les dépistages, ils viennent en groupe, donc voilà, c'est rigolo. C'est une caravane qui se déplace. Voilà, les enfants aiment bien, et puis c'est vrai que c'est plus détendu. Quand ils viennent en petits groupes comme ça. Donc voilà. Donc il y a ça qui est effectivement plaisant. Alors, monsieur le dentiste, c'est comme ça qu'ils vous appellent, les enfants? Oui, c'est comme ça qu'ils vous appellent. Alors, monsieur le dentiste. Finalement, c'est comme un cabinet dentaire. Qu'est-ce que ça change pour vous? Donc, du coup, moi, je travaille aussi en privé. Donc, finalement, la caravane, ça
À peu près, c'est comme si on travaillait dans un cabinet privé. Ouais. Ok, donc on a tout le matériel qu'il faut, donc ça me permet... Il y a ce côté itinérant, c'est-à-dire qu'on change d'école, on change de commune, ça c'est quelque chose qui vous plaît? C'est ce qui me plaît, c'est intéressant de voir pas mal de monde, beaucoup d'enfants. Ouais. Et il faut pas oublier, donc le dépistage scolaire, ça nous permet, c'est souvent pour les enfants d'1P, 2P, c'est le premier contact qu'ils ont chez un dentiste. Et les dépistages nous permettent de vraiment détecter parfois des petits débuts de caries que les parents ne sont pas au courant. Et après, se faire soigner, soit ici, soit en privé. Alors, quel est le regard des enfants? Moi, j'aimerais savoir, parce que c'est vrai, il y a des petits dessins partout. On voit derrière Maria des petits dessins d'enfants aussi. Le regard des enfants par rapport au dentiste. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, franchement, j'avais pas envie d'aller chez le dentiste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Ils ont toujours un peu d'appréhension, un peu peur, ou est-ce que le côté caravane, ça les détend un peu? Oui, je pense que oui, le côté caravane, ça les détend. Déjà, avoir toute cette décoration, ça nous permet d'avancer là-dedans. Après, la vie des enfants aujourd'hui, ça a changé quand même. Ouais. Ça a beaucoup changé. Il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles façons. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Et le plus important, c'est que quand on travaille avec des enfants, on est spécialisé là-dedans. Donc, on se spécialise là-dedans de plus en plus. Et pour savoir les accueillir et les étendre. Les accueillir, gérer les comportements, les techniques pour tout ça. Bon alors, ils ont quel âge, Maria? Ils ont quel âge les enfants qui viennent ici? Alors, ça part de la 1P jusqu'à la 11P, donc ça fait de 4 ans jusqu'à 15-16 ans. D'accord. Bon, mais moi par contre, monsieur le dentiste, moi je peux pas venir me faire regarder les dents ici. Ok. Bon, bah voilà. Non, j'ai pas le droit, moi, Andrea, et toi non plus. C'est réservé aux enfants et donc, c'est toute l'année scolaire. En fait, ça change de commune, comme tu l'auras compris. Et puis là, en ce moment, c'est à Gland, à Mauverney, jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite caravane dentaire qui est bien complète et bien chaleureuse, comme tu l'auras vu. De toute façon, moi, Alexandre, même en étant petit ou adulte, j'aime toujours pas ça, les dentistes, je dois t'avouer. Allez, belle journée à toi. On ouvre à présent notre page sport en compagnie de nos invités suivantes. Sophie Marion, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va revenir sur la 46e édition du concours hippique de Signy qui s'est déroulé ce week-end au Parc Chevalin. Bonjour, mesdames. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Alors, c'est un rendez-vous traditionnel, mais comment s'est déroulé déjà de manière générale cette 46e édition ? Je pense qu'on est très satisfaite de cette 46e édition. Beau temps, des cavaliers qui sont venus en nombre d'un petit peu partout dans le canton, mais d'un petit peu plus loin aussi. Même de Suisse allemande. De Suisse allemande, voilà, il faut le souligner. Et c'est vrai que voilà, le bilan est assez positif. Ouais, alors Marion le dit, il a fait très très chaud. C'est vrai que c'est un sacré défi, notamment pour vous, de maintenir, je crois, les terrains en bon état quand il fait chaud. Oui, alors ça c'est un défi de taille. Il faut arroser le terrain, l'entraînement. Alors quand on a Dame Nature qui nous donne un petit coup de pouce dans les semaines avant, on est bien content, mais là, on n'avait pas le choix, on a arrosé et puis on a rencontré quelques soucis techniques, donc qui ne nous ont pas simplifié la vie. Mais... On a appris à faire la mécanique. Voilà. Vous avez, j'imagine, c'est vous, la Mary Poppins, qui décotait un petit peu toutes les bonnes astuces dernière minute, Sophie? Alors, Mary Poppins, oui, Mary Poppins surtout pour trouver des partenaires, des sponsors. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un très gros travail de longue haleine. On commence déjà dans le dernier trimestre de l'année, donc à partir de septembre-octobre. On fait nos dossiers, on recherche nos partenaires, on essaie de fidéliser aussi nos partenaires. 46e édition, on a l'impression que ça marche, mais j'imagine que c'est du travail sur de la longue durée. Est-ce que c'est toujours aussi évident de trouver ces partenaires ou est-ce que vous avez évidemment un petit peu souffert cette période du Covid, etc. C'est vrai que le Covid, ça n'a pas facilité les choses. Aussi, on voit qu'on est dans une période d'inflation, les prix pour certaines entreprises qui augmentent, et donc qui ont un petit peu moins de marge, donc qui diminuent aussi leur sponsoring. Des gens aussi qui se dirigent vers d'autres ou qui se spécialisent plutôt vers d'autres disciplines sportives pour financer ou pour un petit peu faire de la publicité pour leurs entreprises. Donc c'est vrai qu'il faut se renouveler d'année en année. Ça passe par quoi, permettez-moi Sophie? Est-ce que du coup, cette idée qu'on a, finalement c'est un sport de riches, aujourd'hui on tend à la casser pour finalement réduire un petit peu la voilure? Alors sport
garderie, je pense que c'est un sport qui s'est énormément démocratisé depuis de nombreuses années quand même. Alors oui, c'est un gros investissement parce qu'il y a un animal qu'il faut entretenir tous les jours, 365 jours par an. Il y a des petits soucis de santé. Parfois, il faut se former aussi, ce qui est important. Donc oui, ça a un certain coût, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'écoles dans la région qui essayent de former des jeunes élèves. Et puis, on a des jeunes qui brillent aussi en Suisse romande. Et on a des bons cavaliers de demain aussi. Donc, on essaye, de par notre concours, de les attirer sur l'herbe. Parce que, voilà, nous, on est des aficionados de l'herbe. Les plus grandes places du monde sont sur l'herbe. Et puis, c'est l'essence même pour un cheval, l'herbe. Ouais, le choix de l'herbe, c'était pas évident, parce que l'année dernière, on se souvient, vous disiez d'ailleurs que le sable avait un peu plus la cote. Est-ce que cette tendance, vous la ressentez toujours ? Oui, alors je crois que la tendance générale reste la même, c'est que les cavaliers préfèrent monter sur sable. Peut-être qu'une explication, c'est qu'à l'époque, tous les terrains, tous les manèges qui avaient un petit terrain, c'était de l'herbe. Au fil des ans, ils ont construit des paddocks en sable, on les appelle les bacs à sable. Et voilà, ils ne savent plus tellement monter sur herbe. Enfin, voilà, je pense que ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Et c'est vrai que dans le canton de Vaud, dans le canton de Vaud, on a encore quelques concours qui qui organisent nos concours sur herbe. On est, je crois, 3-4, pas plus. Et sinon, c'est que du sable. Mais c'était une tendance qui était complètement inversée il y a, je pense, une 20-30 d'années. Oui, puis on fait partie aussi du championnat des trèfles, qui est justement une spécificité où ce ne sont que des concours sur herbe, mais il y a 6 ou 7 places. À travers la Suisse romande. À travers la Suisse romande, pour justement essayer de redynamiser les concours sur herbe. Et on a la chance aussi d'avoir un bon partenaire, un bon soutien avec notre magazine Romand, le Cavalier Romand. C'est vrai qu'il, lui, aime bien ce genre de manifestation et qui nous soutient beaucoup. Oui, alors vous l'avez dit, plusieurs cavaliers ont participé à l'événement, 350 pour le chiffre exact, c'est pour moi, c'est cadeau. 18 compétitions, quels ont été les temps forts justement et peut-être les athlètes de notre région qui ont brillé lors de ce week-end ? Alors au derby, on a eu c'est vraiment ces épreuves qui sont un petit peu spectaculaires parce qu'il y a les obstacles naturels, il y a entre 21 et 25 obstacles suivant les catégories. Donc ça, c'est vraiment un petit peu le temps fort. On a laissé la part belle aux plus jeunes aussi, aux débutants, que ce soit les jeunes chevaux le vendredi ou les plus jeunes cavaliers moins expérimentés le samedi matin. Et c'est vrai que dans plusieurs épreuves, on a eu des vainqueurs qui habitent la région, que ce soit de Gingin, Bassin. Ouais, on peut citer par exemple Maëva Poraro de Bassin, Emma Kilschmann pour Gingin, ou encore Morgane Serbu pour Versoix, ou encore Geneviève Gauthier pour la Rive. Beaucoup de filles quand même. Oui, alors c'est la réflexion qu'on se fait. C'est vrai qu'à un niveau peut-être un petit peu plus petit, la jante féminine est très bien représentée. J'ai vu la différence le vendredi quand les plus grosses épreuves se tenaient. On a un petit peu plus de représentants masculins. Ensuite, peut-être dans les professionnels, on a quand même la tendance est toujours un petit peu masculine. Ouais. Et un sport ici au féminin, pour une fois, on peut le dire, ça fait plaisir. Mesdames, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se réjouit déjà de la prochaine édition. Très belle journée à vous. Du 14 au 16 juin 2024. Et voilà, le rendez-vous est pris. Vous avez commencé en symbiose, en harmonie et vous terminez de la même façon. C'est pour preuve qu'il y a une très bonne ambiance du côté du concours hippique de Signy. Très belle journée à vous. Merci à vous. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Belle suite de programmes.